avant de parler du Togo, encore un mot sur la Gambie, Jérôme Soussou. Oui, je ne partageais pas du tout l'avis de Marc, peut-être avec l'avis d'Ibrahim, parce que moi je me dis quelqu'un qui a commis ces crimes-là, ces crimes imperceptibles contre un peuple qui on amène devant une justice transitionnelle et qui refuse systématiquement de parler, et qu'on se dit que s'il avoue, peut-être qu'on va, s'il avoue les faits, peut-être qu'on va l'enfermer. Si enfermer est une bonne chose, pourquoi est-ce que eux, ils enferment des gens? Si tuer des gens, c'est une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué des gens? Et donc, pour moi, le gars refuse de coopérer. S'il ne veut pas parler publiquement, qu'il accepte au moins c'est hors caméra pour parler. Mais s'il refuse systématiquement, moi je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Il va falloir qu'on mette tous les moyens en place pour l'amener à parler, ou alors qu'on enclenche la procédure judiciaire contre lui. D'accord. Togo maintenant, on va parler de Tikpi Achadam. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler de lui. Bien, il a donné de la voix dans un audio qui a circulé sur WhatsApp, un audio tout de même très long, 18 minutes, où il a appelé à la remobilisation du peuple. Il a appelé d'ailleurs un certain nombre de leaders de l'opposition, Gilles-Christ Olympio, Agboibo, et entre autres, à se prononcer sur la candidature du chef de l'État en 2020. Et il a dit, même quelque part dans l'audio, que de gré ou de force, Faure Gnassingbé devra quitter en 2020. Ibrahim Acha, Tikpi Achadam redonne de la voix. Oui, mais il a habitué les Togolais avec ses discours. Et habituellement, il a une façon assez, je peux dire, classique de faire passer son message. C'est sur les réseaux sociaux. Et on compte désormais avec les réseaux sociaux en matière de politique et de propagande. Et donc, il a emprunté ce canal pour parler aux Togolais. Et dans son message, vous verrez qu'il parle de remobilisation. C'est ce que l'opposition traditionnelle a toujours évoqué dans le pays. Et aussitôt après les locales, vous avez vu que toutes les formations politiques de l'opposition parlent de remobilisation, de l'unicité d'action. La C14 en a parlé même. Et donc, je ne vois pas quelque chose de nouveau que M. Tikpi apporte dans le sens de communication politique au sein de l'opposition. Sauf que lorsqu'il indexe certains vétérans de la scène politique togolaise de se prononcer ouvertement contre le 4e mandat de M. Faure Gnassingbé, c'est peut-être là où nous dirons qu'il veut forcer la main à ces vétérans. Mais encore faudrait-il que M. Tikpi le dise avec une certaine sincérité. Parce que lorsqu'il a commencé la politique, si il était véritablement respectueux envers ces vétérans de la scène politique togolaise, il aurait pu les associer à son combat. Il aurait pu les voir en amont avant de déclencher tout ce qu'il a eu à déclencher dans le pays en termes de mobilisation, en termes de manifestation contre le pouvoir. Bon, s'il ne l'a pas fait, que c'est maintenant qu'il trouve que ces messieurs sont indispensables. Ces messieurs peuvent aussi peser lourd dans la lutte pour l'alternance en 2020. Je me dis que le français dit toujours il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais l'élément fondamental, c'est que M. Tikpi veut se positionner comme Gilles-Christ Olympio. Dans le temps, le monsieur était hors de nos frontières. À chaque fois, il envoie des pics contre Yadema. Tout Lomé se met en ébullition. Tout Lomé se met vraiment en effervescence. Le régime Yadema se met sur ses 4 pieds pour attendre le charismatique leader qui va rentrer au pays, peut-être pour les secouer. Mais cette fois-ci, vous allez voir que le discours de M. Tikpi Achadam, comparativement à ce qui se passait à Sou et à Dema, ça n'a pas fait assez d'effet à Lomé. C'est pas le même rapport de force. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais vu la posture que le monsieur prend, on aurait peut-être, si on avait senti beaucoup plus d'effervescence du côté du pouvoir et même au sein de la masse, comme un message accueilli avec une certaine ferveur, on aurait pu peut-être tenir un autre langage vis-à-vis de ce politicien. C'est vrai ce que dit Ibrahim Marc. Est-ce que Tikpi Achadam, c'est vrai qu'il a parlé, mais est-ce qu'il n'est pas un peu en train de devenir has-been?
Oui, et cette nouvelle sortie, moi, je l'interprète comme une tentative désespérée de vivre dans l'opinion. Parce que Tikpi Akiadam, ces derniers jours, à la faveur des élections locales et de la mobilisation oisie totale de toute l'opposition pour participer à ces élections-là, Tikpi Akiadam a disparu du paysage. Le PNP, on n'en a plus parlé. Le PNP a des militants encore emprisonnés et tout ça ne fait plus la une, plus personne n'en parle. Et donc, à mon avis, c'est une tentative désespérée du leader du PNP de réexister sur la scène politique, de donner de la voix, de dire que voilà, je suis présent, je suis là, j'existe. Et quand on analyse entre les lignes du discours de Tikpi Akiadam, on se rend compte que c'est le même message qui lui a servi quand même à galvaniser les gens à un certain moment donné. C'est le message qu'il a utilisé depuis 2015 pour mobiliser les gens à sa cause. Et malheureusement, lui-même n'a pas véritablement su capitaliser cette mobilisation monstre qu'on a vue le 19 août 2017 et après. Et aujourd'hui, il est en quête de renouveau, il est en quête d'une réexistence sur l'échiquier politique. Malheureusement, les jeux sont faits et ça sera difficile pour Tikpi Akiadam. En tout cas, s'il ne trouve pas une véritable stratégie de présence sur le terrain, parce que tous les politiques aujourd'hui sont présents sur le terrain. Tikpi Akiadam, je ne sais pas, la dernière fois qu'on l'a vu, ça doit faire pratiquement 1 ou 2 années qu'on l'a vu de visu, qu'on l'a vu parmi ses militants. Et même les manifestations hebdomadaires du PNP, les réunions hebdomadaires qu'on nous vendait comme étant la source mobilisation de ce parti-là, ne font plus vraiment mouche. On n'y voit plus vraiment de monde comme c'était le cas il y a quelques mois. Donc c'est dire que le PNP est en perte de vitesse. Ce parti qui repose essentiellement sur la mobilisation est en perte de vitesse et il faut que le capitaine qui a quitté le navire tente quelque chose in extremis pour sauver le bateau et je pense que c'est ce que Tikpi a fait la dernière fois. Jérôme se souvient. Non, moi je crois que Tikpi jusque-là, quoi qu'on dise, reste constant. Dans ses déclarations, dans ses appels, dans tout ce qu'il fait, il reste constant. La seule faute que moi je vois pour Tikpi, il n'a pas réussi à rester sur le territoire pour affronter ce qu'il a engagé. C'est ça, sa faute, sa seule faute. Si Tikpi était resté au pays, comme chanteur femme, quel que soit tout ce qu'on lui fait, il est sur pied, je crois que le jeu politique va avoir une autre image. C'est vrai aussi que la foudre contre Tikpi, c'est pas la même que contre Fabre. Oui, je suis d'accord. C'est vu même le niveau où Tikpi a apporté la manifestation, la lutte pour l'alternance. C'est ça qui a fait que aujourd'hui cette mobilisation contre lui, cette fougue contre lui est véritablement visible sur le terrain. Aujourd'hui, si Marc disait que son parti n'est plus visible sur le terrain, c'est vrai, mais vous voyez, on a décarcassé, on a dessoudé, on a cassé la dynamique de ce parti-là. Ceux qui sont actuellement, ceux qui pouvaient quand même continuer de mobiliser, de donner encore cette force, de donner encore cette ressource à ce parti-là, sont en prison. Il y a d'autres qui sont à l'extérieur. C'est dynamique. C'est aussi le prix à payer quand on veut lancer une révolution. Quand ça échoue, il faut s'attendre. C'est pour ça que j'avais dit que Tikpi aurait mieux fait de résister, d'être au pays. Peut-être qu'il serait au Youf maintenant. Mais c'est mieux que d'aller rester à l'extérieur et envoyer à chaque fois des déclarations. Ça ne porte pas. Si Tikpi est là, même s'il est en prison, et quand il fait des déclarations, vous allez voir que ça va donner beaucoup de mobilisation. Mais là qu'il est à l'extérieur, il parle, il envoie des déclarations à qui? Il envoie des déclarations, il n'a pas l'audace, il n'a pas osé rester au pays. Il n'est pas là aujourd'hui pour savoir quelle stratégie mettre en place pour remobiliser. Et il y a les réunions hebdomadaires continuent de se faire actuellement, mais ça ne donne plus cette dynamique-là que cette réunion-là donnait. Ça mobilisait beaucoup de personnes. Mais là, la seule personne sur laquelle on pouvait encore compter est peut-être Tikpi
à Sétimé quelque part là-bas. Et donc, ça fait que tout ce que M. Tipi pouvait encore envoyer aujourd'hui comme déclaration, ça ne peut pas porter. Marc, vous savez, le PNP lui-même a entamé sa destruction. C'est vrai qu'on peut dire que les pouvoirs publics, en arrêtant un certain nombre de cadres, ont fini par parachever l'œuvre que le PNP même a construite, mais c'était tout à fait normal parce que vous ne pouvez pas engager ce genre de manifestation, avoir des morts, avec tout ce qu'on a connu comme conséquence, et ne pas s'attendre à ce que ça ait des conséquences dans un pays de dictature. Dans un pays de droit, à ce que ça n'ait pas de conséquences. Maintenant, vous savez, je disais tout à l'heure que le PNP même a entamé sa destruction. Ce n'est pas qui que ce soit le parti au pouvoir qui a par exemple renvoyé les premiers mobilisateurs du PNP, un certain Agouzou Ricardo par exemple. C'est le PNP même qui plutôt s'est positionné comme un parti très très tribaliste, excusez-moi encore, mais c'est ce qu'on a remarqué au PNP. Et remarquez, 90% des militants du PNP sont des thémophones. C'est ça aussi ce qui fait que la mobilisation ne va pas loin. Si c'était véritablement un parti bien implanté dans toutes les couches, dans toutes les ethnies du pays, je pense que ça aurait porté un peu la mobilisation. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois on parle de Katipi, mais Katipi n'est même pas membre du bureau du PNP. Quand vous prenez le bureau du PNP, il y a le vice-président, le secrétaire général, un certain nombre de personnalités dont aujourd'hui on n'entend pas parler. Aussi parce que le parti avait un mode de gestion pas orthodoxe. Tout se rapportait au président du parti. Il fallait, même pour une réunion du quartier, il fallait avoir l'avis du président, il fallait que le président dise si. Et quand le président n'est pas là, il fallait que ce soit l'homme à tout faire, M. Katipi, qui n'a aucun poste dans l'organigramme officiel du parti, qui transmette les décisions. Et ça a eu pour effet de courroucer même des membres du bureau du PNP qui ont été élus à l'Assemblée générale constitutive du parti. Donc c'est tout. Le PNP lui-même est en train de s'auto-détruire. Et cette posture de Tipi n'est pas pour arranger les choses. Parce que c'est Tipi qui a appelé à une époque Jean-Pierre Fabre à une union sacrée de l'opposition. Remarquez dans le dernier discours de Tipi, il a appelé un certain nombre de têtes de l'opposition, mais il a oublié celui qui l'a envoyé au four. Quand c'était chaud, si vous regardez sur ma fiche, c'est ce que j'allais dire. Quand c'était chaud, quand on voit les gens qu'il a cités, il n'a pas cité Jean-Pierre Fabre. Quelque chose a changé. Peut-être les rapports ne sont plus cordiaux, ce n'est plus le bon amour. Ou carrément, il a fait appel au Seigneur. Peut-être qu'il considère Jean-Pierre Fabre comme étant un compagnon de lutte. Il est toujours en activité. Bon, c'est une tentative d'explication. Il est toujours en activité, donc c'est une tentative de réponse que nous essayons de donner. Mais le vrai problème au-delà de tout, c'est que quand vous suivez un peu le discours de Tipi Achadam, depuis toujours, il surfe sur les problèmes sociaux. Il surfe sur des thématiques porteurs. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est le 4e mandat qui focalise son attention. Et c'est de ça qu'il parle. Le 4e mandat, non, il parlait toujours des problèmes sociaux, de la pauvreté, de beaucoup de choses, de l'injustice et autres. Et au fur et à mesure qu'il évoque les sujets, vous voyez qu'il y a aussi des réponses de l'autre côté. Les autres aussi ne sont pas restés sourds par rapport à tout ce que l'on évoque. Il y a des réponses qui sont apportées. Aujourd'hui, bien évidemment. Donc aujourd'hui, quand il parle du 4e mandat, peut-être que du jour au lendemain, ça fait sonner comme un disque rayé. Parce que lorsqu'il y aura des solutions apportées à cela, je pense qu'il ne pourra plus trouver une thématique ou bien, disons, une idée assez innovante ou bien de mobilisation. Ça, c'est un aspect. Autre aspect. Pour appuyer ce que tu as dit, on remarquera qu'il n'a même pas parlé de la fameuse C92 dans ce discours. Non, mais il n'a pas parlé de ça. Mais je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, il l'évoque, mais il y a des réponses appropriées. Quand on parle de la révision de la Constitution, c'était sur ça que les gens ont commencé. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a quand même des réformes qui ont été faites, même si ça n'agrée pas un certain nombre d'acteurs politiques. C'est fait au niveau du Parlement. Quand nous parlons de la lutte contre la pauvreté, nous avons vu qu'aujourd'hui, le Togo se dote d'un référentiel en matière de développement. Donc, c'est des tentatives de solutions qui sont apportées aux mots soulevés toujours par l'opposition. Et aujourd'hui, ce qui reste, c'est le 4e mandat. Et ça aussi,
en matière politique, ou bien si nous voulons discuter sérieusement en tant que politiciens de haut rang, je pense que les grands opposants que nous avons doivent éviter le raccourci. Le raccourci, c'est de tout faire pour éviter qu'un concurrent soit en course avec vous. Ça, c'est le raccourci. Or, pour prendre le pouvoir, soit on est en démocratie, c'est les élections, vous faites tout pour avoir le maximum d'électeurs à votre compte, ou vous passez par l'autre moyen, la moyen non orthodoxe, la moyen non conventionnelle, qui n'est pas reconnue, la révolution en matière de et là-bas aussi, il faut mesurer les rapports de force. La première tentative a échoué, et l'opération Ditri, bon ça faut, vous avez vu ce que ça a donné. Donc je pense que les gens doivent être réalistes et comprendre que s'il faut vraiment empêcher M. Faure Gnassingbé d'aller... pour les figures historiques. Donc s'il faut empêcher le 4e mandat de Faure Gnassingbé, je pense que les gens doivent regarder ailleurs. Alors c'est vrai, il trouve quand même des formules originales, Ditri Bonsafo, opération d'eau à la mer. C'est vrai, il trouve ces formules, mais finalement, la mayonnaise ne prend plus. Mais naturellement, les politiciens togolais ont habitué les gens de manière que tout ce qu'ils disent, ça passe par ici, ça sort par là. Aujourd'hui, quand vous analysez, vous faites des analyses profondes par rapport à la situation politique, vous allez voir que même le parti au pouvoir a habitué les gens aux mensonges. Les partis de l'opposition ont habitué les Togolais à des divergences, à des querelles de personnes, à des intérêts égoïstes et hontés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois quand ils font leurs déclarations, on ne les prend plus en considération. On ne donne plus de crédit à ce qu'ils disent. C'est pour ça même que Tikpi, lorsqu'il avait voulu faire la manifestation, je crois, du 13 avril 2019. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on a sondé le terrain? Est-ce qu'on a fait d'autres analyses par rapport à ce qui s'était passé? Est-ce qu'on est sûr de voir le contexte? Est-ce qu'on est sûr de voir des personnes suivre ce mouvement? Et malheureusement, moi, je le disais, si les Togolais n'ont pas répondu à cet appel, ça sera un échec pour le PNP. Mais malheureusement, ils l'ont fait, ils ont trouvé maintenant les conséquences aujourd'hui. Maintenant, s'ils sortent de ces mots, Ditri, Bonsafo, etc., à mon avis, il va falloir qu'on étudie la mentalité aujourd'hui, la vraie mentalité du Togolais. Qu'est-ce que le Togolais cherche aujourd'hui? Qu'est-ce que le Togolais veut aujourd'hui? C'est vrai, on ne peut pas continuer de faire la même chose et à tout moment. Il va falloir qu'on change du moins la méthode pour voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, il s'agit du 4e mandat de M. Faure Gnassingbé. Il faut étudier la faisabilité de la chose. Il faut se dire, est-ce que... Moi, je suis contre le 4e mandat de Faure Gnassingbé, je le dis et je le répète. Maintenant, est-ce que d'abord, M. Faure Gnassingbé a la volonté de libérer le plancher? Il faut étudier ça d'abord. Maintenant, si M. Faure Gnassingbé n'est pas disponible à lâcher le pouvoir, il va vous dire que la Constitution a réglé son problème actuellement. Et donc, s'il faut passer par d'autres moyens, pourquoi ne pas aller dans les coulisses, négocier à fond, donner des garanties à M. Faure Gnassingbé et son entourage, proposer beaucoup de choses qui pourraient quand même les motiver pour voir si véritablement est-ce que ça va porter, si ça va mais maintenant a véritablement montré qu'il n'est pas homme à faire des coulisses pour concéder quoi que ce soit. Mais justement, c'est ça qui fait que c'est pour ça que je l'interpelle. C'est pour ça que je souhaite que M. Tikpi rentre au pays. Quand il rentre au pays, ça va l'amener à l'abattoir. S'il a le droit de rentrer au pays et s'il vient aujourd'hui au pays, même s'il s'annonce à la frontière Togo-Ghana, vous allez voir ce que ça va donner. Ça va donner une autre image, ça va faire réfléchir d'une autre manière. À la justice olympique. Oui, justement. Dans le si on refuse de le faire, si on va rester à l'extérieur, et nous qui subissons, comment peut-on, la hargne de ceux qui gouvernent le pays, ceux qui voulaient toujours rester pendant longtemps au pouvoir, si on est à l'extérieur, on envoie des déclarations ici, les Togolais sont fatigués de tout ça. Et ils ont prouvé ça. Oui. Ils ont prouvé ça dans les locales passées. Vous avez vu le nombre d'abstentions, le pourcentage.
Vous savez, à travers toutes ces opérations-là que Tipeee a lancées et qui n'ont jamais eu de portée, on comprend très vite que l'homme est très, très rhétorique. L'homme a une bonne rhétorique, ses messages. C'est un avocat après tout. Mais au-delà du fait non, il n'est pas avocat. Non, il est juriste. Il est juriste anthropologue. mais pas avocat. Et au-delà du fait que l'homme a une bonne rhétorique, il avait su trouver l'élément fédérateur qui était la communauté thème. Aujourd'hui, il y a, je pense, il n'est pas au cœur de l'action. Et ça a manqué à Tipeee Akadam pour la réussite de ses objectifs. Il n'était pas au cœur de l'action. Aujourd'hui, heureusement que les gens qui l'ont suivi se sont rendus compte de ça et ont pris une certaine réserve par rapport à tout ça. Mais le raccourci que Jérôme a fait, c'était très vite, à mon avis, biaisé. On ne peut pas partir de l'analyse de Tipeee et très vite atterrir sur la volonté ou non de Faure Gnassingbé de faire un 4e mandat. Moi, je pense. Peut-être mais c'est tous les Togolais qui souhaitent que le M. Faure... Pratiquement tous les Togolais. Pratiquement tous les Togolais qui souhaitent que M. Faure Gnassingbé s'abstienne d'aller... Si tous les Togolais souhaitent ça, mais que tous les Togolais sortent s'exprimer. Dans les urnes, c'est tout. Et ça, c'est... Non, mais ça, c'est la chose qui se pose dans toutes les démocraties. C'est un autre débat que vous non, ce n'est pas un autre débat. Non, je fais juste des précisions. Ça se fait remarquer en RDC, ça se fait remarquer aussi en Gambie. Face à Yaya Jammeh, vous avez vu, les gens votaient pour Adama Barrow. Aujourd'hui, nous ne devons pas aller au fond des problèmes. À chaque fois qu'il est question de parler d'élection présidentielle au Togo, de qui doit occuper le fauteuil présidentiel, nous le réduisons à une question de personne. Tout à fait. Et malheureusement, depuis même 50 ans, c'est une seule personne qui cristallise le débat. Au lieu de cristalliser le débat. Mais si l'opposition s'organise, si Tipeee croit tant que ça qu'il peut mobiliser, si l'opposition a toute cette force de mobilisation-là, mais qu'ils aillent aux yeux, qu'ils mobilisent avec un candidat qui puisse, laisse-moi terminer, un candidat qui fédère ces énergies-là justement dont on parle. Parce que si la majorité des Togolais veulent que Faure parte, comme on le dit, aux urnes, ces Togolais-là vont se révéler. Il va falloir que les jeux électoraux soient clairs. Hein? Mais il ne faut pas oublier. Mais qu'est-ce qui empêche les jeux électoraux d'être clairs aujourd'hui? Mais c'est la volonté de ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Il y a quand même, Ibrahim Acha, il y a un point peut-être très important sur lequel on ne peut pas accuser Tipeee ou le PNP. C'est que le PNP est resté quand même ce parti-là qui n'a participé à aucune élection. Et cela lui confère un certain mythe. Par exemple, les 48% d'abstention qu'on évoque, les gens disent ah ben c'est grâce au PNP. Donc, il y a quand même cet aspect-là qu'il faut prendre en compte aussi. Non, je pense que si on va sur ce côté, si on essaie de voir la chose ainsi. Non, je suis d'accord avec vous. C'est le commentaire que les gens font, bien évidemment. Et l'éducation doit aller. Le taux est encore plus considérable. C'est vrai, le taux est considérable. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que depuis un certain temps, avec les échecs répétés de l'opposition à venir à bout de ce régime, ça a amené une certaine démobilisation. Et la chose politique n'est plus la chose la mieux partagée par les Togolais. Vous allez voir que tous les appels que l'opposition lance à la mobilisation, même quand il y a des meetings, quand il y a des marches, vous ne voyez plus les gens. C'est vrai que les gens vont parler de la répression et tout ça là qui décourage les gens. Mais au-delà de tout, c'est qu'il y a quand même une certaine désolation, un certain désintérêt total par rapport à la chose politique. C'est pourquoi nous disons que le 4e mandat de Faure, lorsque Tipeee Akadam l'évoque en termes de pouvoir empêcher M. Faure Gnassingbé de se présenter, je me dis qu'on est encore en train d'amener des gens vers des aventures. Parce que quand je dis aventure, c'est que est-ce que légalement, est-ce que ça tient? Il faut se poser cette question. Et en matière de politique, plutôt, il y a ce que nous appelons le réalisme. Il faut voir la situation, l'analyser et être sûr de la démarche que l'on entreprend. Si vous êtes sûr que la démarche que vous entreprenez, c'est une démarche vouée à l'échec et que tout ce que vous pensez être à même de vous conférer une certaine autorité, une certaine force vis-à-vis de l'adversaire et que le rapport de force n'est pas à votre avantage, je pense que le bon sens demande à ce que on s'adapte par rapport à la situation et chercher d'autres moyens beaucoup plus conventionnels. Puisque nous sommes des démocrates, nous n'allons pas sur ce plateau dire que nous soutenons une révolution au Togo. Non, ça, vous ne verrez aucun journaliste le dire. Celui qui le dit, peut-être qu'il se place dans un autre schéma. Cette personne se place dans un autre schéma. Nous, les méthodes conventionnelles pour
prendre le pouvoir, ce sont les élections. Et en démocratie, c'est ça. Et donc, c'est pourquoi nous disons que si les gens veulent prendre véritablement le pouvoir, et les gens ne veulent pas que M. Faure Gnassingbé ait un 4e mandat, qu'ils se préparent à l'affronter dans les urnes. Je pense que c'est clair. Juste pour revenir sur le cas Tikpi, vous savez, Tikpi est exceptionnel. C'est celui qui a les mots pour tout. Mais malheureusement, qu'on ne voit pas dans l'action. Nous connaissons tous les dates de nos prochaines élections. Nous savons tous, nous connaissons tous nos tests aussi, qui imposent une obligation de résidence aux candidats à la présidentielle. Je constate qu'on a le délai déjà fort pour résider. Tikpi n'est malheureusement toujours pas au Togo. Et c'est le même qui rappelle les Togolais dans la rue. Alors que, vous savez, moi je ne sais pas, mais pour ceux, les rues que moi j'ai vécues, depuis que je suis journaliste, j'ai vu le CST débouler dans la rue en 2012, j'ai vu récemment le PNP et tout, mais ça n'a eu aucun apport concret sur le quotidien des Togolais. Ça n'a même en rien ébranlé les fondements du régime. Mieux, ça a contribué à renforcer le régime qui existait. Le parti UNIR que nous connaissions tous n'avait pas d'organe décisionnel, mais au lendemain de ce branle-bas du PNP, on a constaté une réorganisation à tous les niveaux du parti. C'est dire, est-ce qu'on amène, et ça je m'interroge sur le manque de stratégie, même de cohérence au sein de l'opposition. Excusez-moi, est-ce qu'on amène les gens dans la rue pour contribuer à renforcer le parti au pouvoir, ou on amène des gens dans la rue pour, excusez-moi, décompter quelques morts, décompter quelques prévenus et quelques blessés? J'ai l'impression malheureusement que le PNP est demeuré dans cette logique qui est dangereuse pour la population, parce que c'est trop facile de se prémunir soi-même, de rester à l'extérieur dans des cocons chauds quelque part, et puis d'appeler les pauvres Togolais à débouler dans la rue, quitte à ce qu'il y en a qui soient arrêtés. D'ici les prochaines élections présidentielles, le départ, c'est le 4e mandat, forcément. Oui, bien sûr. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et c'est pour ça même que, même si tous les tests togolais aujourd'hui donnent la possibilité à M. Faure Gnassingbé d'aller jusqu'en 2030, moi je souhaiterais qu'il voit, qu'il analyse toutes les critiques, qu'il fasse un examen de conscience, qu'il se dise est-ce que véritablement il répond aux appels des Togolais, est-ce que véritablement il donne satisfaction aux Togolais? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas se retirer un tout petit peu, réfléchir d'une autre manière pour voir comment est-ce que son parti pourra quand même garder le pouvoir jusqu'à l'éternité. Ça aussi, peut-être qu'il y pense en se rasant tous les matins. De toute façon, ça serait un cadeau. Ça serait un cadeau, ce serait quand même apprécié par les Togolais. Et les Togolais le reconnaissent. Merci, Marc. En politique, on ne fait pas de cadeau. Merci, Ibrahim Acha. Jérôme Sossou, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis.